Nous retrouvons nos experts pour la suite de votre émission Regard croisé. On était sur le Burkina Faso, on analysait la sortie du Premier ministre Apollinaire Joachim de Tembela. Nous aimerions que la Russie prenne la place qui lui revient. Dans mon pays, c'était lors d'un voyage à Moscou. Oris Donkovi avait la parole, il parlait de la situation de l'Afrique. C'est quelle situation, Oris? Alors, la situation africaine actuelle, c'est celle de plusieurs États qui ont des conflits assez importants. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant un bon bout de temps, on a présumé de la capacité de l'ONU à pouvoir intervenir. Et donc, on a fait des missions. Et on a fait des missions que l'on a déployées très souvent en sanctionnant les États. Ou en sabotant leur possibilité de reconquête du territoire. Donc au lieu de récupérer du territoire, on a stabilisé des fronts, on a renforcé des rébellions, et comment dirais-je, malgré les réactions régulières des populations qui sur le moment constataient qu'il n'y avait pas d'avancée, mais qu'il y avait même des dégradations, voilà, le statu quo se maintenait. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est que petit à petit, on se rend compte que ces missions-là ne sont pas aussi efficaces. Vous avez au niveau du Congo, maintenant on parle de démobiliser les troupes de l'ONU pour mettre en place un consortium, disons, un consortium d'armées dirigé par les États. Cela sous-entend que au Mali, si on n'a pas pu gérer le problème au Congo, il n'y a pas eu de mission capable de gérer le problème au Congo. Cela sous-entend que, mais attendez-vous à ce qu'il n'y ait pas de mission capable de gérer le problème au Mali. Donc, du coup, le problème qui se pose, c'est que quand vous avez déjà des organisations internationales qui ont tendance à traiter avec des formations privées, qui à un moment estiment qu'elles ne peuvent pas résoudre le conflit, les conflits qui sont latents, qui sont sur le territoire africain. Et que maintenant vous avez des territoires africains, des gouvernements africains qui ont été frappés de sanctions, ne serait-ce que pour avoir des armes, pour avoir de l'équipement et ainsi de suite. Et qui se retrouvent devant le fait de missions internationales qui sont incapables de résoudre le problème, qui sont incapables de poser la question de la reconquête du territoire, mais en plus qui stabilisent les fronts au point de renforcer parfois les rébellions et les agressions, les territoires qui sont sous agression, les agresseurs. Il y a un souci. En fait, en réalité, vous contraignez ces États à faire le choix d'autres solutions. Et c'est ce qui se passe actuellement parce que, si vous voyez le territoire africain, on est dans la recherche d'alliés. Vous avez Djibouti qui accepte une base chinoise chez elle. Vous avez le Congo qui, il y a dernièrement, lui a donné la permission de se réarmer. Vous avez la RCA qui a opté pour les Russes et qui, pendant des années, a réclamé le droit à se réarmer, à se reformer. Vous avez le Soudan, etc. Alors, que voulez-vous qu'au sein des États, l'on fasse? Que l'on fasse, d'autant plus que les missions de l'ONU, celles qui sont derrière, ce sont justement les États occidentaux. Donc il y a quelque part une question de duplicité. Il y a une question de perte de leadership, il y a une question de compromission, parce que quand vous prenez même la crise ivoirienne, vous prenez la plupart des crises, c'est toujours le même phénomène. Vous avez l'ONU, quand vous voyez derrière l'ONU, c'est le Conseil de sécurité, mais le Conseil de sécurité, c'est qui? Bon, maintenant, si moi je suis un État africain, je ne peux faire confiance à l'ONU, on me met un boycott d'équipement militaire derrière, et que maintenant je suis contraint à chercher l'allié doit être qui? Il doit être forcément français ou américain. Mais non, c'est là où certains États disent non. Si la Russie me propose quelque chose, si la Chine me propose quelque chose, pourquoi pas? D'autant plus que le résultat sera le même. Ça sera toujours, comment dirais-je, une tractation qui inclura des sous ou qui inclura des ressources. Parce que il faut faire attention de ne pas rentrer dans la propagande subliminale occidentale qui est de faire croire qu'on aide des pays pauvres. Donc si j'ai bien compris, si vous voulez, ce qui est vendu, c'est que le militaire français, le militaire allemand, danois, est envoyé en territoire africain
pour risquer sa vie à titre gracieux. Ça n'existe pas. Pour vous, ça n'existe pas. Alors, Fulbert Kouagbo, pour le premier, Apollinaire Joachim de Tembela, la Russie est une grande nation alors qu'elle est pratiquement inexistante sur le territoire africain. On sent véritablement qu'il a la nostalgie du temps Sankara. Il ne l'a pas caché, hein, comme Horus Donkovi l'a dit tout à l'heure. Oui, vous savez, ces convictions, je les respecte, sauf que je me dis qu'elles n'ont pas véritablement contribué à changer le continent africain. Parce que quand on parle de Sankara, le Sankara, il incarnait quoi véritablement? Peut-être qu'il n'a pas été au bout, si on peut comprendre, Fulbert Kouagbo. Vous savez, quand on parle de Sankara, c'est quelqu'un qui est venu au pouvoir avec un coup d'État. C'est quelqu'un qui est venu au pouvoir. Donc moi, je suis de ceux-là qui condamnent toujours la violence. Donc quand on venait au pouvoir avec la violence, avec du sang, je me dis que vous n'avez pas la meilleure des convictions. Parce que le pouvoir... au Togo, c'est venu par un coup d'État. Oui, non, c'est ça. Moi, j'assume ce que je dis. Moi, je dis au niveau de Sankara, ceux-là qui prennent Sankara pour Dieu, ces genres de convictions ne marchent pas trop bien. Même au XXe siècle, ça n'a pas trop marché. C'est pas au XXIe siècle que ça va marcher. Vous voyez ce qui est arrivé par la suite à Sankara. Vous voyez même ce qui est arrivé à Barbara. Les citoyens, ils ont voulu faire partie de Sankara. Vous voyez aujourd'hui l'état du Burkina Faso. Moi, ce que je voudrais dire en simple, le président du Ghana a fait une petite expérience. Entre-temps, il a voulu se débarrasser complètement du FMI. Mais les années qui ont suivi lui ont montré que non, tu ne peux pas te débarrasser de nous. Peut-être que c'est aussi dû à la crise de Covid-19, à la guerre aussi. Il fallait aussi prévoir cela. Il fallait qu'il prévoie cela, il fallait qu'il comprenne les réalités. Juste dire simplement que les Occidentaux ne peuvent pas se débarrasser d'eux comme cela. Parce qu'ils tiennent tellement à l'Afrique et que sans l'Afrique, il leur serait difficile de mener leur vie. Sans l'Afrique, il leur serait difficile. Juste imaginez, vous coupez l'uranium à la France, mais une grande partie de la France va être sans électricité. Vous coupez cet uranium, ça va être tellement compliqué. Il y a des zones, vous coupez ça à la France, ça va être compliqué aux citoyens français. Parce qu'il y a beaucoup de sous, beaucoup de richesses qui vont en France régulièrement. Alors, c'est ça. Moi, mon objectif, ou mon ambition, ou ma manière de voir les choses, ce n'est pas que je suis en train d'applaudir les Occidentaux, mais c'est de dire, mais changeons de langage, sinon nous allons toujours revenir à la case départ. Parce que pour le moment, on n'a pas encore les moyens de notre politique. C'est ce que le président du Ghana est en train de démontrer. Et ce qu'il est en train de démontrer est vraiment grâce à pour vous que Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, ils sont seuls. Et du moment où vous êtes dans une zone où vous êtes isolé, vous ferez quoi? Vous ne pourrez rien faire. Par exemple, le Mali, c'est seulement le Togo qui le soutient. Mais la Guinée-Bissau ne soutient pas le Mali, la Côte d'Ivoire ne soutient pas le Mali. Encore moins, le Ghana ne va pas soutenir le Mali du Maou. Et le Burkina Faso. Le Burkina Faso. Aujourd'hui, approche du Mali. Le Burkina Faso qui n'arrive même pas à se retrouver. Le Burkina Faso qui est tellement déstabilisé. Comment il va faire? Quelle aide il peut apporter aux Maliens? Aucune aide. Le président du Ghana est en train de tracer la voie. Et c'est ce qui est encore dangereux. Le président du Ghana se fourvoie. Oui. J'ai jamais vu un président. J'ai jamais un président qui réclame de je sais pas, même Haïti hésite. C'est-à-dire un président qui réclame l'interventionnisme américain. Excusez-moi, mais pour moi, Nana Akufo-Addo prépare sa retraite. Justement, le fait, il a fait premier mandat, il a fait deuxième mandat, il sait qu'il n'en fera pas un troisième. Donc, il se prépare ses Caraïbes, les Bahamas. En fait, il faut comprendre ce qu'il dit, au fait. Je ne vois aucun chef d'État, même à commencer par celui d'ici, à vouloir d'un territoire africain qui le juste sous dominance américaine. Vous regardez l'histoire, il n'y a aucun État détenu par les Américains qui s'en est bien sorti. Ce sont des gens, quand ils arrivent, ils essayent, ça ne marche pas, ils vitrifient. La Somalie, c'est un exemple. Le Vietnam, c'est un exemple. Tous les
Occidentaux... Depuis 1945, les États-Unis n'ont strictement rien gagné. Non, élargis. Moi, je souhaiterais que... Vous avez l'Irak. Non, je souhaiterais que vous élargissiez l'espace, le débat. Ce n'est pas seulement les États-Unis. Tous les pays occidentaux, ils ne sont pas là, vous l'avez dit tout à l'heure, ils ne sont pas là pour la beauté des yeux des Africains. Mais ce que les Africains n'ont pas encore compris ça. Quand Marc tout à l'heure parlait de partenariat gagnant-gagnant, ça n'a jamais existé et ça ne va jamais exister. Ça ne va jamais exister parce que tout d'abord, les richesses, nos richesses du sous-sol, nous ne pouvons pas les quantifier, les maîtriser, les explorer et encore que les exploiter. Pour le moment, on n'a aucune notion en ce qui concerne nos ressources du sous-sol. Comment on peut faire un partenariat gagnant-gagnant avec ceux-là qui maîtrisent nos sous-sols mieux que nous? La Russie n'est pas le meilleur partenaire. Alors, Marc, on va chuter avec vous. Oui. Dans la mesure où... Ce qu'il dit est intéressant quand même. C'est possible, je dis, c'est que le gagnant-gagnant le gagnant-gagnant n'a jamais existé. Ça peut être vrai et ça existe. Moi, je vais essayer de vous le démontrer. Allez-y. Russie était venu. Il a commencé par alimenter sur le plan militaire. On l'a vu avec le Mali, avec la République centrafricaine aussi. La France ne faisait pas. Ce que quand MINUSMA était là, on n'a jamais constaté ça. Ce que j'aimerais préciser, c'est que laissons le temps à ceux qui sont là aujourd'hui de faire ce pourquoi ils sont là. La sécurité surtout. Ils ont leur conviction. Ils parlent de la sécurité. Ce qui les gêne actuellement, c'est le terrorisme que les pays occidentaux ont tout fait pour mettre en Afrique. Qui ne sait pas que c'est les pays occidentaux qui ont créé toutes ces choses-là? Ah bon? Pour nuire l'Afrique. Vous avez la preuve donc. Vous êtes journaliste en tout cas. Bon. Vous savez, le terrorisme, quand Kadhafi était là, il combattait ça, non? Ils savaient très bien que si Kadhafi est toujours là, ils ne peuvent pas. Pour vous, c'est parti de la déstabilisation de la Libye, c'est ce que vous voulez dire, Marc? C'est clair et net. Tout le monde le sait, tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Moi, je vais pire. Moi, j'estime que Sarkozy devrait répondre de ses actes et devrait passer au tribunal. Vous savez, quand la Russie est là aujourd'hui, la Russie est là pour corriger certaines choses. Ce que les pays occidentaux ne faisaient pas. Mais ce que Marc est en train de dire est grave. Hein? Quand il dit que la Russie est là pour corriger cette chose, la Russie est là pour corriger quoi? Non, jamais. La Russie est là pour piller encore davantage les Africains. La Russie aussi fait un deal. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Ce sont des États, c'est un intérêt. Oui. Les États africains, on a vu le cas de M. Talon au Bénin, on dit nous avons une situation sécuritaire au Bénin, nous avons besoin d'armes. Et effectivement, je pense que c'est lors d'une conférence et il en profite, il dit, il s'adresse, je pense, à un représentant français, je ne sais plus si c'est un français, oui. Il dit non, mais en espérant que vous puissiez nous les fournir. Mais si le Bénin dit, moi j'ai besoin d'armes, j'ai besoin d'expertise. Si vous ne les fournissez pas, il ira voir ailleurs. Il ira voir ailleurs et c'est légitime. Maintenant, la personne qui ira voir ailleurs va mettre des conditions sur la table. Libre au Bénin, au Burkina, au Togo d'accepter ou de refuser. C'est un deal. Donc par conséquent, comment dirais-je, il n'y a pas de... Là où je rejoins Firmin, c'est que c'est pas Jésus, ils n'ont pas d'aile. Voilà. Là où je rejoins peut-être Marc, dans le sens où, oui, il s'agit d'un deal. Mais après, je suis d'accord avec Firmin sur le terme très vicieux qui est celui de gagnant-gagnant. Il n'y a pas de gagnant-gagnant. Le monde a opté pour une démarche capitaliste. La démarche capitaliste, elle est simple. Je vais ramener au niveau d'une entreprise, c'est qu'il n'y a pas de statu quo. Les gens fonctionnent par boulimie. Pour survivre, il faut grossir. Pour survivre, il faut devenir puissant. Donc par conséquent, les États se battent pour être les plus puissants. Même quand ils le sont, ils continuent à se battre pour le rester. Et comment on appelle, le défi de l'Afrique, c'est cela. C'est pouvoir être indépendant, mais aussi pouvoir défendre sa place dans le concert des nations au risque de se voir encore phagocyté. C'est ce qui se passe quand vous analysez les territoires, l'économie, l'agriculture, les sciences, la technologie, ainsi de suite. Mais à la fin, quand vous regardez, mais si vous ne faites pas attention, nous sommes phagocytés à tous les endroits. Marc, on chute avec vous. Le terme n'est pas approprié. Corriger n'est pas totalement approprié. Mais moi, je maintiens toujours quand je dis que c'est gagnant-gagnant. Dans la mesure où la Russie commence par fournir des armes aux pays africains, ceux-là qui veulent travailler avec eux. Vous allez voir bientôt, si Burkina accepte, si la Russie accepte de travailler avec le Burkina, vous allez voir qu'ils vont commencer par
pas renvoyer ces terroristes bizarres-là qui occupent les 40% du tue la population territoire. Allez, on reste avec vous, mais cette fois-ci en Côte d'Ivoire, on va analyser les pots de l'enfant terrible de la politique de ce pays. Je vais parler de Charles Blé Goudé qui dit que son patron, l'ancien président Laurent Gbagbo, l'a annoncé que son retour au pays va créer beaucoup d'adversité. On le voit sur le terrain déjà, surtout les proches du président Gbagbo, les membres du PPACI, donc qui attaquent Charles Blé Goudé chaque fois. Alors comment vous analysez les propos de Charles Blé Goudé? Ce que Laurent Gbagbo a dit, c'est normal. C'est Laurent Gbagbo, je dirais, entre guillemets, qui a formé Charles Blé Goudé. Vous savez, Laurent Gbagbo, c'est un panafricaniste. Et Guillaume Soro avait fait la même chose. On voit là où il est aujourd'hui. Quand vous refusez d'écouter vos prédécesseurs, d'ailleurs, c'est le pourquoi j'aime toujours mes aînés, peu importe les débats. Quand un aîné te dit ceci, il te dit de faire ceci, il faut analyser, voir la pertinence de ce qu'il est en train de dire, et voir également l'ampleur, les conséquences de ce qu'il est en train de dire. Laurent Gbagbo ne peut pas, nous sommes sur le terrain politique, mais il ne peut pas chercher du mal à Charles Blé Goudé. Là, il dit que son retour va créer des désastres dans le pays, c'est une vérité. D'ailleurs, Simon Gbagbo n'est pas avec Laurent Gbagbo aujourd'hui. Il a créé son propre parti. Il va tirer Charles Blé Goudé pour aller où? C'est là où il faut voir le sujet, c'est là où il faut analyser. Et Laurent Gbagbo essaie de dire ce qui va arriver à Charles Blé Goudé, ce que lui ne voit pas encore. Donc du coup, je pense, à mon humble avis, qu'il doit essayer d'analyser un peu ce que Laurent Gbagbo est en train de lui dire et de faire son propre opinion. Et savoir. Selon Marc, Charles Blé Goudé ne voit pas encore ce qui lui arrive. Peut-être le contraire, il voit déjà, parce qu'il a déjà dit lors d'un entretien pourquoi on m'attaque, pourquoi on n'attaque pas ce que le pouvoir du président Ouattara a permis de revenir au pays. Les attaques sont là, surtout ça vient de l'ancien FPI, et c'est ce qui est surprenant, Firmet Kouabo. Est-ce que c'est surprenant? Ce n'est pas surprenant. Même moi, je trouve que toutes les réactions de Charles Blé Goudé relèvent d'une certaine pure manipulation. Il veut juste exister sur la scène et je pense aussi qu'il est en train de jouer un rôle pour déstabiliser et diviser au mieux l'opposition. Il fait le jeu du pouvoir en fait. Il fait le jeu du pouvoir parce que en réalité, moi je croyais qu'il allait s'attaquer au pouvoir, ce qu'il n'arrive pas à faire, mais il s'attaque à ses pairs ou à ses amis de l'opposition. Quand il dit pourquoi on m'attaque, pourquoi c'est de la pure manipulation. Vous savez, moi j'ai trouvé que la prison a permis à Charles Blé Goudé de mûrir. Mais ça lui a permis d'apprendre aussi, ou d'avoir un esprit fin en termes de manipulation. Quand il revient au pays avec un discours beaucoup plus rassembleur, c'est pour juste gagner le cœur d'Alassane Ouattara, pour lui assurer une certaine sécurité. Et l'autre chose, c'est de permettre d'avoir une certaine sécurité et de continuer par faire vraiment ces activités. Mais que les gens le sachent, ceux à qui Charles Blé Goudé va s'attaquer les semaines à venir, les mois à venir, ce ne seront pas des gens du pouvoir, mais des gens de son opposition. Mais il a eu une mission. Il sait que moindre chose, mais on saute sur lui, on le prend, on le met en prison. Il sait que parce qu'il a encore 20 ans derrière lui. Oui, Ouattara est prêt à tout ça. Donc, il va faire le jeu du pouvoir pendant un certain moment. Et comme il veut exister, donc il va toujours prendre du temps pour pouvoir s'attaquer à ses amis. Et aussi, c'est quelqu'un qui a du respect pour Laurent Gbagbo, parce que c'est Laurent Gbagbo qui l'a fait. Et ils ont eu à traverser beaucoup de choses ensemble. Donc, tout ce qu'il va faire, n'oubliez pas, il ne va jamais adopter la position ou la posture contraire à celle qu'adopte Laurent Gbagbo. Il va toujours rester derrière lui, s'aligner sur sa ligne jusqu'à la prochaine élection. Mais pour le moment, il n'a encore décidé, parce que tout viendra de Ouattara, parce qu'il y a la prochaine présidentielle aussi qui arrive. Mais si Ouattara dit, il se positionne encore, c'est fini, les Charles Blé Goudé vont rester encore plus tranquille. Mais la meilleure des choses, c'est que Ouattara soit beaucoup plus sage pour permettre à la Côte d'Ivoire de se pacifier, de se positionner avec.
Alors, Russe, est-ce que ce n'est pas trop facile d'analyser les choses ainsi, parce que on voit au sein de l'ancien FPI les divisions sans cesse. Afinguessan, qui prend l'enveloppe, nous dit-on, du FPI, Madame Simone Gbagbo, génération coupable, Gbagbo lui-même, le PPACI, et pour répondre peut-être à Firmin Tekouagbo, les proches du président Gbagbo, pas lui, ses proches, attaquent chaque fois Charles Blegoudé. Katine Kounan, par exemple. Bon, en fait, je pense qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on est dans des primaires qui ne disent pas leur nom. J'allais dire Katina Koni, voilà. Je pense qu'on est dans des primaires qui ne disent pas leur nom. Blegoudé et M. Gbagbo ont un passif fortement intime. Je pense que faire plus de 10 ans de prison ensemble, face à l'adversité, la cour pénale, ainsi de suite, ce n'est pas rien, je pense, dans la vie d'un homme. Par conséquent, quand il y a cette phrase, oui, son retour va créer beaucoup d'adversité, effectivement, M. Blegoudé, c'était un peu le bras droit de M. Gbagbo. Il y a tout un passif, tout un passif violent, des victimes, des parents, des zones qui sont toujours en conflit, une réconciliation qui a été parfaitement bâclée, et ainsi de suite. Il y a déjà cet aspect-là. Mais au-delà de cet aspect-là, je pense qu'il y a en réalité les partis politiques dans l'ensemble, disons les grandes structures politiques ivoiriennes dans l'ensemble, sont dans une espèce de primaire qui ne disent pas leur nom. Le FPI aurait été sauvegardé, que vous auriez eu tous ces leaders, que ce soit les contestataires de Blegoudé, mais aussi le camp de Simone Gbagbo, le camp d'Afinguessan et ainsi de suite, qui se seraient opposés au cours de primaire. Bon, là, ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu un parti, il y a eu un schisme, et maintenant on se retrouve avec pratiquement 3 ou 4 partis différents, mais qui sont en réalité de la même racine. Et ce qui gêne, c'est que M. Blegoudé, de la descendance politique de Laurent Gbagbo, est le plus, comment dirais-je, le candidat le plus, mettons, le plus en vue, le plus légitime. Il a un passif, il a un parcours, il a un bagage qui légitime sa prétention à la succession de Laurent Gbagbo. Comparativement à d'autres personnalités. Comparativement à des personnes comme le propre fils de M. Gbagbo. Michel Gbagbo. Maintenant, lorsque vous voyez la plupart des partis, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire quand vous voyez la démarche de Guillaume Soro, qui veut coûte que coûte rentrer, quand vous voyez Mamadou Traoré, GPS, voilà. GPS de Soro Guillaume. Voilà, quand vous voyez, comment dirais-je, Adama Bictogo. Donc vous avez remarqué qu'il y a toute une génération de politiques, de jeunes qui ont faim et qui tiennent à participer à la lutte pour le siège, qui n'ont absolument pas envie de continuer à être phagocytés par les plus anciens. Donc la question qui revient et qui va revenir, c'est celle de savoir si ces anciens vont postuler comme candidat. Et c'est là où se situe la friction. C'est que vous avez un ensemble de personnes qui soutiennent M. Ouattara, qui soutiennent M. Laurent Gbagbo, qui soutiennent M. Coran Bédié, qui savent qu'ils n'ont pas de légitimité politique au sein de leur parti, au sein des populations, et qui préfèrent soutenir ces personnalités-là parce qu'ils n'ont pas envie de voir ceux qui n'ont pas envie de venir les remplacer. Donc vous allez voir que, grosso modo, ils essayent de... Alors, si vous voulez, c'est quelque chose qui est très courant en Afrique, c'est-à-dire, grosso modo, pour ne pas avoir de schisme au sein du parti et ne pas avoir des litiges au sein du parti, monsieur le président, monsieur le leader n'a qu'à se représenter. C'est ce qui s'est passé pour le cas de monsieur Ouattara aux dernières élections. Pour sauvegarder la cohésion du parti, de son parti. Comme on ne peut élire un dauphin, ou comme on ne peut désigner un dauphin, le meilleur compromis est que le plus vieux se représente. Et vous avez ça dans toute... que ça soit... Alors, on est focus sur le camp Gbagbo, mais vous l'avez dans le camp Bédié. D'ailleurs, c'est pour ça que Daba Bictogo en fait part. Vous avez ça dans le camp... il y a ça dans tous les camps. Monsieur Mamadou Traoré... Le PDCI, on l'a vu, avec Kakabe, qui a quitté finalement le parti à cause de cela. Donc, à un moment, ce qui se pose comme question, c'est que lorsque vous avez monsieur Blegoudé qui rentre, qui se pose en rassembleur, et donc il veut couper avec
si vous voulez, le clivage qu'il y avait, moi je suis Gbagbo, moi je suis Ouattara, moi je suis ainsi de suite et tout ça, mais il va de soi qu'effectivement à l'intérieur de son parti, il y a des gens qui essayent de le saquer, mais tout simplement parce que ils vont préférer, ils n'ont pas sa légitimité, mais surtout ils vont préférer un Laurent Gbagbo candidat que d'avoir voilà, ce dauphin qui est incontestable d'une certaine manière, qui a la réputation, qui a le parcours, qui a le bagage, à la place de M. Gbagbo. Vous l'aviez dit, Marc, Laurent Gbagbo a peut-être vu trop loin. En tout cas, on a vu ses proches qui disent qu'ils vont tout faire pour empêcher Charles Blé Goudé. Je me souviens des propos de Koné Katina. Mais aujourd'hui, on voit plus un rapprochement Charles Blé Goudé, Pascal Affi-N'Guessan et Simone Gbagbo. On se souvient quand il est arrivé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ces deux personnalités sont allées l'accueillir. C'est le contraire chez Laurent Gbagbo. Vous savez, Charles Blé Goudé, à l'heure où nous sommes aujourd'hui, il se dit rassembleur. Il veut être un pont entre, je dirais, l'ancienne génération et la nouvelle. Et il veut faire un nom pour lui-même. Il n'a jamais caché ses ambitions, Charles Blé Goudé. Il veut faire un nom pour lui-même. Ce qui fait que il ne voit plus le contour, il ne voit plus les conséquences qui peuvent découler de ce qu'il est en train de faire. Pour lui, il a une ambition, il veut atteindre son ambition. Et ce qu'il doit faire pour atteindre son ambition, c'est ça qui le préoccupe aujourd'hui. Comment il doit faire pour atteindre ça, c'est ça, tous les moyens. Qu'est-ce qu'il a fait de mal selon vous? Non. Ne pas aller voir, du moins pour le moins, son ancien patron? Il faut toujours voir loin. Ce qu'il veut faire aujourd'hui, est-ce que ça peut l'avantager? Est-ce que ça peut avantager le pays? C'est ça. Il est en train, et je rejoins mon aîné qui dit, il est en train en fait, pas en train, mais il va déstabiliser le pays par après. Ah bon? Oui. Il veut avoir tout pour lui. Il est en train de susciter l'admiration, voilà. Il est en train de susciter l'admiration au sein de la population. La population va se dire, mais il a fait avec Gbagbo. Il maîtrise beaucoup, il maîtrise les rouages, il maîtrise les sérails plus que tout le monde. Et si aujourd'hui... Et c'est un profit pour le RHDP peut-être, le parti au pouvoir, c'est ce que vous voulez dire? C'est clair, ça se fait voir. Ça se fait voir. Mais est-ce que ça va avantager l'opposition? Au même moment, le pouvoir a permis à des cadres de revenir au pays. Koné Katina, d'autres également sont revenus. Ils sont du Front populaire ivoirien, même si Charles Blé Goudé, lui, il a créé son parti COJEC depuis. Guillaume Soroté aussi fait partie des gens, mais il n'est pas au pays. Bon, lui, il était proche du pouvoir d'Abidjan. Vous savez, Charles Blé Goudé doit écouter Laurent Gbagbo. S'il n'écoute pas Laurent Gbagbo, demain il va mettre la main dans la bouche. Alors il doit l'écouter forcément pour chuter en une minute. Firmin Teko Agbo, pour le moment, il dit Laurent Gbagbo, c'est mon père, il a toujours affirmé. Il dit, mon père va voir le président Alassane Dramane Ouattara. Il dit, Ouattara, c'est mon grand frère. Alors, si Ouattara est le grand frère de Gbagbo, Ouattara est mon oncle. C'est de la blague tout ça. Moi ce que je voudrais dire, vous savez, avec le temps, j'ai appris que la prison peut changer l'homme civil, mais la prison ne change pas l'homme politique. La prison contraint l'homme politique à changer de posture. C'est ce que moi j'ai appris avec Nelson Mandela. Nelson Mandela, la prison l'a contraint à devenir un homme de paix. Et vous allez voir que dans toute sa vie, il n'a pratiquement rien changé encore. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il n'a pratiquement rien changé. Il a laissé les Blancs à leur place et puis il est devenu président de la fête. Et puis il a eu tous les prix. Donc il a été fabriqué par les Occidentaux. Donc il est mort. Et puis il voyait tout l'hommage qui lui a été rendu. Donc de haut niveau, dans le cas d'espèces, Gbagbo et Blé Goudé, la prison ne les a pas changés. Fondamentalement. Ouattara le sait, Ouattara les attend. La prison ne les a pas changés. Ouattara les attend. Moindre faut pas, vous allez voir ce qui va leur arriver. Quand il dit Gbagbo et tout ça là-bas, il sait que c'est à la maison qu'on dit des choses comme ça. Mais sur le plan politique, Ouattara, c'est François Ouattara, c'est un homme rancunier. Il sait que ce qu'il a fait subir à Gbagbo et à Blé Goudé, ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié. Et il ne va pas jouer au sein. Ils n'ont pas oublié. Il n'a pas oublié. Donc il les attend. Moindre faut pas. Blé Goudé joue au rassemblement, tout ça, en disant que je vais écouter Gbagbo et tout ça. Mais ce que Ouattara est en train de faire, qui est formidable sur le plan politique, il est en train de détruire l'opposition ivoirienne. Allez, on va marquer la pause pour le journal. On vous retrouve après, chers experts, pour la suite.